Pieds nus dans le couloir de la maison, je sentais ma peau se tendre à l'extrême, comme si à tout moment la vie qui grandissait en moi allait exploser dans un cri d'espoir. Mais il ne m'a même pas regardé dans les yeux. Mon mari a jeté une liasse de billets par terre, comme quelqu'un qui jette un os à un chien, et a poussé un soupir plein de dégoût. Prends le premier train qui passe et disparaît de ma vie. Fais-moi une faveur et disparais. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas mis à genoux pour mendier. Je n'ai pas demandé grâce. Parce que quelque chose en moi était déjà mort bien avant ce moment. En silence, j'ai mis quelques affaires dans un petit sac, une combinaison pour bébé, une photo échographique et un vieux châle, rempli du parfum réconfortant de vanille, la seule chose qui me relia encore à la chaleur de la maison. Le silence résonnait à mes oreilles comme une phrase. Il s'éloigna dans une autre pièce, sans même un dernier regard. La gare était humide et bruyante, un tourbillon de gens qui semblaient se déplacer dans une autre dimension, alors que je serrais mon ventre, sentant les mouvements réguliers de mon fils. Il était vivant. Il était là. Il s'est battu. Et même si je n'étais qu'une coquille vide, ce petit être savait déjà que le chemin était d'avancée, aussi sombre que fut le tunnel. Un conducteur au hasard m'a aidé à monter dans le train. Je n'ai pas demandé où nous allions, je lui ai juste montré l'argent, et il a hoché la tête et a dit « Asseyez-vous, d'accord, allons-y ». Le voyage fut long. Je n'ai pas fermé les yeux. Je regardais par la fenêtre les champs, les arbres, le brouillard qui se dissipait, avec eux, mon passé s'éloignant de plus en plus. Une certaine version de moi avait été laissée derrière moi, une femme qui restait silencieuse face au manque de respect, qui s'était façonnée pour être l'épouse parfaite, qui croyait que l'amour supporterait tout. Mais l'amour, en vérité, ne peut rien supporter. Il disparaît tout simplement. Dans l'une des gares, une femme âgée, enveloppée dans un manteau tricoté, est entrée dans la voiture avec un panier sur le bras. Quand il m'a vue, ses yeux se sont rétrécis, cherchant. « Madame, êtes-vous seule ?» J'ai hoché la tête. Sans attendre d'invitation, elle s'est assise à côté de moi et a murmuré, comme si elle partageait un secret, « Non, ce n'est pas le cas. » Vous l'avez. Son doigt indiquait mon ventre. C'est alors que les larmes coulèrent, chaudes et effrénées. Elle sortit du panier un morceau de tarte encore tiède et un thermos de thé. Nous n'avons pas échangé beaucoup de mots, mais pour la première fois depuis des mois, j'ai senti une âme étrange m'envelopper dans une étreinte invisible, comme si elle me disait « Tu n'es pas seule ». En descendant à la station suivante, elle s'est tournée vers moi, « Ma fille travaille dans un refuge à proximité. Je leur dirai de t'attendre. Tu dois être en sécurité, ma fille. » Je ne savais pas qui elle était, ni pourquoi cette gentillesse spontanée avait croisé mon chemin. Mais quelque chose en moi, qui dormait depuis si longtemps, a recommencé à battre. Cet étranger aux yeux accueillants était la première marche sur une échelle dont j'ignorais même l'existence, une échelle qui menait à un avenir modestement brillant. Au refuge, ils m'ont accueilli comme si j'étais l'un des leurs. Personne n'a posé de questions indiscrètes. Ils savaient que devant eux se trouvait non seulement une femme enceinte, mais quelqu'un que la vie avait jeté au bord du gouffre et qui, malgré cela, avait choisi de ne pas tomber. 2 jours plus tard, les contractions ont commencé, fortes et incessantes, comme la vie elle-même. J'ai crié en serrant les draps entre mes doigts, mais au fond de moi, je savais, je n'étais pas seule. Le silence dans la pièce était presque sacré, les médecins ont agi avec une précision chirurgicale. Jusqu'à ce qu'il arrive enfin. Un garçon. Petit, rose, avec un cri vigoureux et des doigts bien serrés. Lorsqu'ils l'ont placé sur ma poitrine, j'ai ri un rire fort, ponctué de larmes, comme si quelque chose en moi se brisait et renaissait. La sage-femme sourit en s'approchant, « Quel beau bébé. Et tu as une belle histoire devant toi, crois-moi. » Ils m'ont aidé à me restructurer, un simple travail à la bibliothèque locale, un appartement petit mais confortable. Chaque nuit, alors que mon fils s'endormait dans mes bras, je remerciais silencieusement pour cette seconde chance. 1 an s'est écoulé. Je n'étais plus le même. Mes yeux reflétaient une force qui n'existait pas auparavant. Mon garçon a commencé à faire ses premiers pas, trébuchant sur son propre courage. Jusqu'à ce qu'il soit convoqué au tribunal. Mon ex-mari, assis à côté de sa nouvelle amante avec un sourire arrogant, tandis que son avocat dressait le portrait d'une mère instable et moralement inadéquate.
Quand ce fut mon tour, je me levai et sortis les papiers que je gardais comme preuve, rapports médicaux, rapports de violence domestique, impression de messages, enregistrement de la caméra de la gare montrant le moment où il m'a jeté l'argent à mes pieds. Le juge a tout analysé longuement. Puis, fixant mon ex-mari d'un regard glacial, elle dit, « Tu n'as pas seulement perdu le droit d'être appelé père. Tu as perdu la femme qui t'aimait autrefois plus que la vie elle-même. » Le gardien est resté exclusivement avec moi. Un mois plus tard, une lettre est arrivée. Une offre d'emploi dans une grande maison d'édition. Le texte que j'avais écrit sur la naissance et la femme dans le train était devenu viral. Les gens ont pleuré, remercié, partagé leurs propres histoires. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré, ils m'ont dit de disparaître. Mais je n'ai pas disparu. Je suis né de nouveau.